Donc, ce sont des profils que j'accompagne du coup depuis un petit peu plus de 18 ans maintenant. Il faut voir en fait que en ce qui concerne l'hypersensibilité et en ce qui concerne d'ailleurs ces trois profils, ce sont des profils qui sont polymorphes. C'est-à-dire que l'image que j'aime bien employer, c'est un petit peu comme des pièces d'un puzzle. On ne peut pas toutes les superposer, elles ont toutes leurs particularités, leurs formes, mais il y a des points communs. Et leurs points communs, les points communs de ces trois profils, sont justement l'hypersensibilité. Il va y avoir différentes strates sur lesquelles cette sensibilité va être accrue, qu'il s'agisse des strates au niveau du corps physique, mais aussi au niveau des corps subtils. Donc, je vais amener quelques éléments. Si vous ne comprenez pas tout, bien sûr, n'hésitez pas à interagir dans le chat. Je vais commencer, je vais faire un focus d'abord en quelques minutes sur les hauts potentiels. On pourrait en parler des heures. C'est un public qui me passionne. Donc, chez les hauts potentiels, le tronc commun, en fait, euh, qui a, à la base, il y a une multitude de particularités, mais vraiment le tronc commun du haut potentiel, c'est qu'il y a une hyperactivité cérébrale qu'on va retrouver chez tous les hauts potentiels, avec du coup un flot de pensée qui est là en permanence et qu'on peut avoir d'ailleurs de grosses difficultés à couper. Il y a ensuite une pensée en arborescence. Donc en plus d'avoir une hyperactivité cérébrale, il y a une pensée en arborescence, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ça, en vision fractale, on peut voir qu'une pensée amène d'autres pensées, des ramifications qui se créent et des pensées même qui peuvent être en escalier, je dis souvent, puisqu'elles ne sont pas apparemment en rapport à la base, mais ça m'amène aussi à donner un élément supplémentaire dans les caractéristiques du haut potentiel. Les hauts potentiels ont souvent la capacité à créer des ponts entre deux idées ou entre deux thématiques. Et ce sont ces ponts-là qui sont presque un miroir de leur fonctionnement cérébral. C'est-à-dire avec une imagerie médicale, hein, puisque médicalement ça a été validé, une imagerie médicale qui atteste qu'il y a beaucoup plus de connexions synaptiques dans un cerveau en fait de haut potentiel que chez un cerveau, on va dire, alors j'aime pas trop les termes clivants, mais d'une personne en tout cas qui n'aura pas ces caractéristiques-là. Chez les hauts potentiels, on va retrouver aussi une curiosité intellectuelle très intense, un besoin d'aller plus loin que les limites, d'aller comprendre le pourquoi des choses, de s'intéresser à l'infiniment grand, à l'infiniment petit, par exemple. On verra tout à l'heure du coup que ça amène un lien avec aussi les vieilles âmes et avec l'hypersensibilité. Ce sont des personnes qui sont en général très créatives, qui ont un esprit novateur, qui se projettent, qui ont la capacité en fait de modéliser les choses vraiment par la pensée. Ce sont aussi des personnes qui vont être, bien sûr, dans une sensibilité émotionnelle toute particulière. Euh, Ça les rend très empathiques. Ils sont capables de comprendre, de cerner, de capter les émotions des personnes qui les entourent. Et même si la personne en face, l'auditoire, masque l'émotion, l'interlocuteur masque l'émotion, il va y avoir cette faculté à aller voir au-delà des apparences et de capter effectivement avec cette sensibilité émotionnelle. Alors, ce sont aussi des personnes plutôt très perfectionnistes parce qu'elles ne voient pas la plupart du temps le décalage entre ce qu'elles peuvent produire, créer et ce qui est créé et produit en général. Donc, elles n'ont pas la mesure, en fait, elles n'ont pas de jauge pour évaluer là où elles en sont elles-mêmes. Ce sont des personnes qui peuvent être aussi, du coup, avec cette sensation de décalage. J'en parlais un petit peu juste avant, mais elles se sentent souvent trop ou pas assez quelque chose. Dans ce cadre-là, elles ont vraiment des difficultés voilà, à trouver leur place en général dans une société qui est assez normée.
Donc ça, c'est les principaux points. Après, on va retrouver aussi chez certaines personnes qui ont ces caractéristiques au potentiel, ce qu'on appelle un déficit d'inhibition latente. Donc c'est un terme consacré par le secteur médical pour parler de cette difficulté en fait à stopper les bruits parasites. Par exemple, quand on se trouve dans une pièce, le cerveau, logiquement, au bout de 30 secondes à 1 minute 30 maximum, va avoir la capacité d'évaluer si, dans ce qu'il capte, il y a un danger potentiel ou non. Eh bien, s'il n'y a pas de danger palpable, le cerveau va éteindre cette hyper, on va dire, hyper écoute. Et chez les hauts potentiels, eh bien, il n'y a pas cette extinction, il n'y a pas cette mise en veille de cette hyper écoute, ce qui fait qu'ils ont une fatigabilité bien plus grande que la norme. Et ça s'appelle ce fameux déficit d'inhibition latente, c'est-à-dire le fait d'être toujours en écoute du moindre bruit parasite. Quand vous êtes par exemple dans une cuisine, d'entendre le frigo en permanence, quand vous entendez dans une pièce l'horloge, le bruit de la trotteuse ou carrément les bruits parasites associés à tout ce qui est électrique. Donc ça, c'est un ensemble d'exemples. On va retrouver aussi la synesthésie, le fait donc que certains de nos sens puissent se croiser. Le fait, par exemple, chez un haut potentiel, de voir un tableau qui représente un citron et de sentir en même temps dans sa bouche l'acidité du citron. Donc ça, c'est un exemple de synesthésie. Et puis, dans les choses un petit peu moins glorieuses, on va retrouver aussi une sensibilité à la critique. Ce sont souvent des personnes qui ont des difficultés à accueillir la critique, qu'elle soit positive ou non, parce que justement, ils ont des difficultés à, comment dire, se retrouver, en fait, retrouver un modèle dans le monde dans lequel ils sont, étant donné qu'ils sont avec des particularités, avec une manière d'être au monde qui est vraiment très singulière. Et du coup, ce sont des personnes qui, par conséquence de tout ce que je viens d'exposer, souvent, très souvent même, ont de grosses carences au niveau de la confiance en soi. Voilà. Donc ça, c'est pour les particularités, les principaux points que j'avais envie de partager avec vous pour ce qui est des hauts potentiels. Je pourrais en parler des heures encore, bien sûr, donc je vais essayer d'aller rapidement sur les particularités des vieilles âmes. Alors, j'ai très peu développé cette thématique-là ce soir, mais je voulais quand même la raccrocher parce que nous vivons dans un monde actuellement où il y a un changement de paradigme, beaucoup plus d'ouverture sur les mondes en lien avec la spiritualité, l'ésotérisme, l'énergétique, etc. Et que du coup, cette thématique-là, je voulais vraiment l'inclure dans le webinaire de ce soir. Donc, il faut d'abord que je dise en préambule par rapport aux vieilles âmes, ce qu'on appelle une vieille âme, qu'est-ce que c'est? Il y a 5 niveaux d'ouverture de conscience dans l'incarnation terrestre et ce qu'on appelle ouverture de conscience, en fait, 5 niveaux d'ouverture de conscience, ce sont 5 types d'incarnation. Quand on est un être humain, on peut être dans un des 5 types d'incarnation. Chaque niveau d'incarnation va être une manière de travailler, de venir dans cette école terrestre pour venir en fait tirer des enseignements de notre incarnation et du coup que ça remonte sur le plan de la conscience. Donc il y a en premier niveau d'incarnation ce qu'on appelle les âmes primaires. Ce sont de jeunes âmes dans le plan terrestre. Je vais pas trop développer ce soir, hein, c'est très tentant mais je vais pas trop le développer. Il y a ensuite ce qu'on appelle les âmes jeunes. Ce sont des âmes qui ont eu quelques incarnations sur le plan terrestre, mais qui sont quand même au balbutiement voilà, des incarnations terrestres. Ce sont des âmes, elles, qui doivent apprendre à devenir autonomes pour évoluer. Sachant que les âmes primaires, par contre, sont dans un niveau de dépendance qui est beaucoup plus important. Les âmes adultes, c'est le troisième niveau d'incarnation en fait qu'on peut retrouver sur Terre.
Ce sont des âmes qui se sont plus ou moins émancipées, qui sont beaucoup plus autonomes, qui peuvent d'ailleurs être sur le plan terrestre des âmes peut-être même leaders. Elles sont en général assez tournées vers la matière et elles sont très tournées vers l'accumulation, vers les possessions. Donc, ce n'est qu'en fin de cycle, où il y a eu plusieurs incarnations, hein, il peut y en avoir des centaines, où ces âmes adultes, classées dans les âmes adultes, vont être un petit peu plus dans une évolution et tournées vers les autres. Il y a ensuite le quatrième niveau d'incarnation qu'on appelle les âmes élevées. Ce sont celles qui ont déjà un élan à contribuer, qui sont souvent engagées, par exemple, dans des démarches associatives pour le groupe, pour la nature, pour les animaux, pour la planète, pour les humains. Elles ont besoin d'aider et de contribuer, mais elles n'ont pas encore une autonomie suffisante sur ce plan-là pour être des leaders dans ces aspects-là, dans ces domaines-là. Et puis, on en vient à cinquième niveau d'incarnation, en fait, il y a ces vieilles âmes, qui sont des âmes qui ont une forte vibration générale, qui sont éventuellement à la tête d'organisations à but non lucratif, dans des associations avec de grandes causes, par exemple, hein, mais on peut les retrouver dans d'autres domaines où elles vont être un tout petit peu plus discrètes et où elles peuvent vraiment contribuer de manière très puissante, mais dans une certaine discrétion. Ces âmes-là ont réellement un engagement très fort pour être au service de, de la, comment dire, de l'humanité, hein, au service des autres et au service du plus grand nombre. Ces âmes-là, en fait, les âmes élevées et les vieilles âmes, font partie pour moi des âmes qui ont une grosse sensibilité, une hypersensibilité. Elles ont, pour donner quelques éléments dans leurs caractéristiques, elles ont un besoin de contribuer qui est énormissime, qui est même plus fort qu'elles. Elles ont ce besoin-là qui est chevillé au corps, en fait, et elles ont tendance à cheminer avec le cœur ouvert, tout au moins en partie ouvert. Elles cherchent à participer naturellement aussi à une harmonie, à un équilibre euh, dans le groupe dans lequel elles font partie. C'est-à-dire que ce soit une entreprise, que ce soit une collectivité ou même au sein de leur propre famille. Elles ont vraiment ce besoin, cette recherche et cette fonction aussi d'être porteurs, porteuses d'harmonie. Ce sont des êtres humains incarnés qui ont tendance énormément à s'oublier, qui sont dans une nature où elles s'oublient beaucoup en général parce qu'elles ont justement cette tendance à penser pour le groupe en premier et à être toujours poussées par cet élan de contribution. Ce sont aussi des âmes, pour donner une autre caractéristique, qui ont souvent la nostalgie de l'ailleurs, c'est-à-dire d'un espace, d'un endroit dans lequel elles ont une sorte de mémoire, un goût où tout était, où tout serait harmonieux, dans un élan d'amour. Et souvent, elles sont confrontées en fait à une dichotomie entre cette mémoire-là qu'elles ont, cette nostalgie de l'ailleurs, et puis ce qu'elles traversent en fait dans le monde de l'incarnation. Voilà, donc ça c'est pour les particularités, les grandes particularités de ces âmes, de ces vieilles âmes. Et puis, je vais aller maintenant sur l'hypersensibilité en général et on va retrouver certaines caractéristiques qu'il y avait dans les hauts potentiels et qu'on retrouve dans ces âmes avancées et ces vieilles âmes. Donc, l'hypersensibilité, c'est quoi? C'est, par exemple, euh, une réaction émotionnelle intense, qui peut être intense dans les beaux aspects les plus agréables à vivre, c'est-à-dire dans la joie, dans l'enthousiasme, dans l'émerveillement, mais aussi dans la tristesse, l'anxiété, la peur, la colère, etc. Donc ce sont des personnes qui sont exacerbées. Il va y avoir chez les hypersensibles, on va retrouver bien sûr une sensibilité à tous les stimuli sensoriels. Donc les stimuli tels que les bruits, les lumières,
les odeurs, les textures, la compagnie de certaines personnes, donc au niveau énergétique, les ambiances. Et ces aspects-là, le fait qu'elle soit vraiment dans ces aspects-là, ça amène une fatigabilité accrue. Parce qu'en fait, ce qu'il faut capter, c'est qu'un hypersensible, il va être en permanence bombardé d'informations. Des informations les plus subtiles jusqu'aux informations éventuellement les plus basiques, mais qui sont là en permanence, qui rentrent en fait dans leur système et qui du coup demandent à être traitées. Ce sont des personnes, les hypersensibles, qui sont des grands empathes. Donc on retrouve ce point commun chez les deux autres profils que j'ai cités précédemment. Ce sont des personnes qui ressentent les sentiments, les émotions des autres et qui peuvent même aller jusqu'à les ressentir dans leur propre tête pour ce qui est des sentiments et des pensées, ou même dans leur propre corps quand il s'agit de capter les émotions des personnes qui les entourent. Donc ça, on peut le retrouver plus ou moins chez tout le monde, mais chez les hypersensibles, vous l'avez compris, c'est vraiment too much. C'est vraiment énormissime. On le retrouve de manière vraiment beaucoup plus accrue. Après, ce sont des personnes qui, du coup, peuvent avoir des réactions et des manifestations physiques dans leur corps liées justement au fait qu'elles captent, même si ça n'est pas conscientisé, qu'elles captent certaines informations. Ça peut amener par exemple des maux de tête, des troubles digestifs, des réactions cutanées, qui sont en réponse à des situations émotionnelles ou des situations, comment dirais-je, liées, au fait d'être en contact avec un certain type de personnes. Donc on peut se retrouver, par exemple, j'étais chez ma coiffeuse hier qui me disait que, voilà, elle avait ressenti quelque chose de très fort et énergétiquement, je crois même qu'elle est là avec nous ce soir. Et elle disait qu'en fait, ça lui avait créé des plaques au niveau du cou et en haut, là, au niveau du chakra cœur. Et que ces plaques ont disparu, elle a réussi à se les faire passer, mais que c'était vraiment l'expression de quelque chose qui se faisait malgré elle. Euh, voilà. Euh, il y a eu une petite coupure. Euh, Tout va bien de mon côté. Je te vois très bien. Je te ok, vois très bien. Tout va bien. ok, super, merci. Donc, il peut y avoir aussi, dans certains cas, une sensibilité électrique. On peut être électrosensible ou avoir une sensibilité carrément magnétique. Euh, Cette sensibilité-là va être accrue chez certaines personnes et elle peut amener à avoir des difficultés, par exemple, à s'endormir si on n'est pas la tête tournée d'une certaine manière. On peut avoir l'impression d'avoir le corps qui zingue, comme une sensation de comment je pourrais dire, micro-tremblements, mais à l'intérieur du corps et qui ne sont pas détectables quand on regarde la peau ou l'extérieur du corps. Donc ça, c'est pour donner quelques exemples. Et puis, chez ces hypersensibles, on va retrouver 5 sens, comme chez tout le monde, mais qui peuvent être beaucoup plus exacerbés, décuplés. Par exemple, les nez qui ont ce métier chez les parfumeurs ou les grandes maisons de parfums qui sont là pour créer des parfums sont des personnes qui ont vraiment ce sens extrêmement déployé, beaucoup plus que la normale, et qui peuvent avoir une captation avec un panel énorme de fragrances que nous n'allons pas retrouver. On peut avoir les personnes qui goûtent, en fait, qui sont dans les métiers de bouche, qui vont avoir la capacité de détecter la moindre épice, même si elle est en petite proportion. Il y a des personnes, et ça c'est en dehors des métiers, qui vont se retrouver par exemple avec une vue tellement perçante qu'elles peuvent avoir par exemple 14 ou 15 dixièmes, ça m'est arrivé de croiser quelqu'un comme ça, qui avait 15 dixièmes aux yeux. Ça, je savais même pas que ça existait à la base. Voilà, donc ce sont des exemples. Et puis, au-delà de nos 5 sens,
il va y avoir aussi, chez une certaine proportion d'hypersensibles, des perceptions qui vont être au-delà de nos cinq sens basiques, ce qu'on appelle des perceptions extrasensorielles. Donc, par exemple, la clairvoyance, le fait de voir au-delà du visuel, la clairaudience, le fait d'entendre au-delà de ce que notre oreille physique peut entendre, la clairsentience, le clair-goût, enfin voilà, il y a tout un tas de clairs qui sont en fait l'équivalent de nos cinq sens, mais sur des plans beaucoup plus subtils. Et puis encore, pour donner une des dernières caractéristiques qu'on va retrouver chez ces hypersensibles, hein, même s'il y en a d'autres, il y a toujours cette recherche d'harmonie, cette recherche de lien qui est chevillée au corps ou plutôt au cœur. C'est une recherche de connexion, quelque chose qui fait que voilà, ça s'aimante. D'ailleurs, deux hypersensibles vont en général être attirés l'un l'autre dans un groupe, dans une soirée. Ils ne savent pas pourquoi, mais en général, ces personnes ont tendance à se reconnaître. On dit aussi que on peut voir l'hypersensibilité dans le regard d'une personne, parce qu'il va y avoir une sorte d'intensité, de présence qu'on retrouve chez ces hypersensibles. Donc ça, c'était vraiment pour donner les caractéristiques de l'hypersensibilité avec ces trois sous-rubriques. Alors, j'ai été, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, j'ai été formée et estampillée, puisque on fait partie de la France, donc il faut être vraiment estampillé. J'ai été formée par Jeanne Siofachin, que beaucoup connaissent, qui est une des pointures du haut potentiel en France. Et donc j'ai été formée aux particularités et aux caractéristiques des hauts potentiels, même si je connais très très bien ce public, vous vous en doutez. Et elle-même, qui est vraiment la grande pointure en France, il y en a quelques autres, hein, mais dit que les tests, notamment de QI, c'est-à-dire de quotient intellectuel, ne sont qu'un faisceau d'indices qui va pencher ou non en faveur d'un diagnostic au potentiel. C'est-à-dire que quand on passe un test de QI, logiquement, sur le test de QI, il faut arriver à un QI de 130 minimum pour être estampillé, catalogué au potentiel, diagnostiqué au potentiel. Il se trouve qu'il y a des faux résultats, des personnes qui vont être à partir de 130, mais qui n'ont pas les autres particularités du haut potentiel en dehors du test de QI, et des personnes qui, à l'inverse, vont être en dessous des 130 au niveau du test de QI et qui sont au potentiel. Donc le test de QI est juste un faisceau d'indices qui peut converger ou non vers un, un diagnostic, on va dire, même si c'est pas une maladie, un diagnostic de haut potentiel. Après, il y a vraiment l'anamnèse doit être très importante quand on fait ce test de QI. Les tests de QI sont réservés actuellement vraiment aux psychologues cliniciens spécialisés là-dedans et ou aux psychiatres spécialisés là-dedans ou neuropsychiatres, mais c'est vraiment voilà, une petite proportion de professionnels de la psycho au sens large du terme qui connaissent les particularités et ça ne se résume pas au test de QI. C'est vraiment beaucoup plus vaste que ça. Il faut pouvoir interroger la personne que l'on a en face. Donc moi, je ne fais pas passer les tests de QI. Il faut vraiment pouvoir interroger la personne que l'on a en face et de percevoir au travers du discours toutes les particularités dont j'ai nommé certaines. Voilà. C'est une manière d'être au monde, être au potentiel, hein. C'est vraiment une manière d'être au monde. Il y a ce tronc commun et puis il y a tout un tas d'éléments qui sont singuliers chez les hauts potentiels. Donc, pour essayer de répondre un petit peu à la question, je dirais que je suis ni pour ni contre
le test de QI. Je pense que quand on ressent le besoin quelque part d'être testé là-dessus, bah, ça peut être pas mal de le faire. Qu'il faut par contre vraiment en prendre et en laisser dans le sens où le test de QI ne suffit pas à lui tout seul pour vraiment dire vous êtes ou vous n'êtes pas au potentiel, mais qu'il donne un ensemble d'indices. Voilà.